C'est un livre qui est passionnant, qui découle quand même d'un documentaire que vous avez peut-être vu en 2014 d'ailleurs, lui qui est cinéaste et auteur de ce volume. Donc, on vous présente Les enfants de novembre 1984. C'est M. Stéphane Parent avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on remonte le fil des événements. Le 1er novembre 1984, Maurice Vien, 4 ans, Sébastien Métivier, 8 ans et Wilton Lubin, 12 ans. Donc, 3 disparitions de jeunes enfants qui disparaissaient donc la même journée à Montréal. Vous habitiez, je pense, le secteur à cette époque-là en plus? La rue à côté. La rue à côté. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que, d'autant plus que, disons que ces dossiers-là vous ont intéressé? Ou... Oui, tout à fait, parce que moi, je revenais du cinéma, je revenais d'une projection, puis là, en arrivant dans mon quartier, je débarquais de l'autobus, il y avait un immense déploiement policier. Là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Tu quelque chose. Je suis allé voir un des policiers, il dit, bon, il y a un petit garçon qui est disparu dans l'après-midi, là, on était en début de soirée. Et puis, bon, on n'en fait pas de cas, puis 3 jours après, on retrouve son blouson à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Et puis, 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 6 novembre 1984, on retrouve le cadavre de l'enfant dans une maison abandonnée à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Bon, là, c'est sûr, quand on voit quelque chose comme ça arriver dans notre quartier, bien, ça vient nous interpeller. C'est un peu comme les gens qui ont vécu avec l'histoire de Cédrica Provencher, par exemple. Ouais. Là, exactement. Et puis, ça vient nous chercher. Et puis, bien, par la suite, ça m'a fasciné. Là. J'ai commencé à m'intéresser à ces dossiers-là, malgré mon jeune âge. Ouais. Je voulais me rendre utile, si on veut, parce que c'est curieux à dire, mais à l'âge de 11-12 ans, je faisais déjà des enquêtes, mais sur les ovnis. OK. Parce que à cette époque-là, c'était très, très, très à la mode. Oui. Il y avait des émissions paranormales à la télé. Et puis là, j'avais commencé à monter des dossiers, faire des portraits robots de témoignages. Puis là, bien, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à ces dossiers. Mais j'ai goût de vous demander, parce que lorsque survient ça, vous vous dites, j'habitais à une rue, est-ce que vous connaissiez les disparus? Non, aucunement. Non, je ne connaissais pas la famille du petit Maurice. Du petit Maurice. Puis, est-ce que vous, par contre, vous devez avoir un souvenir, malgré peut-être votre âge qui est un petit peu plus parce que Maurice avait 4 ans, mais quand même, est-ce que pendant, il y a eu disons, un nombre de chocs, j'imagine, dans les jours qui ont suivi, tout le monde, j'imagine que toutes les mamans devaient dire aux jeunes, restez à l'intérieur. Oui, bien là, on avait effectivement un couvre-feu et puis là, les parents commençaient à accompagner fréquemment leurs enfants à l'école parce que, tu sais, c'était une époque où on était un petit peu plus libre aussi. Oui. Puis, est-ce moi où il y a eu, pendant une séquence d'années, beaucoup soit d'enlèvements, de meurtres, de jeunes enfants qui n'ont jamais été retrouvés aussi chez nous? Bien, le seul qui n'a pas été retrouvé, c'est Sébastien Métivier, qui était survenu dans Hochelaga-Maisonneuve, donc quartier à côté, là, qui était dans le même secteur. Lui, il est disparu en même temps que Wilton Lubin, 12 ans. Lui, on a retrouvé son cadavre autour de l'île Charon, quasiment un mois plus tard. Mais de 1984 à 1994, là, il y a eu une série d'enlèvements et de meurtres d'enfants de 4 ans à 12 ans, puis ça n'a jamais été résolu. Puis, est-ce qu'on peut prétendre que ça pourrait être le même auteur, justement, de ces crimes-là? Je veux dire, dans cette séquence-là des 10 ans, est-ce qu'on peut, selon vos recherches, prétendre... Selon la séquence des événements, il y a des policiers, qui ont fait appel à des services comme le FBI, par exemple, pour faire des corroborations entre ces dossiers-là. On a émis la thèse d'un tueur en série d'enfants dans ces années-là. Mais là, après ça, il y a eu d'autres suspects qui ont fait surface, qui ont refait surface. Et moi, je n'avais enquêté plusieurs là-dedans, dont Claude Quivillon, un chauffeur de taxi, qui était avec un colocataire qui s'appelait Marc Perron. Puis lui, il avait déjà un gros dossier en matière de crimes contre les enfants. Et c'est à travers le balado que moi, j'ai fait aussi avec Stéphane Berthomet, qu'on a retrouvé des dossiers, des documents policiers que la Sûreté du Québec n'avait pas. Donc, ils n'ont pas pu faire, si vous voulez, tout le travail nécessaire pour pouvoir résoudre le crime, entre autres, de celui de Maurice Vien. Mais pour les autres, on ne le sait pas encore. On ne sait pas. Et vous soulevez une question parce que
autant dans le dossier de Cédrica Provencher que vous avez fouillé, il y a le travail des policiers qui a été questionné de très, très près. Absolument. Et pour que vous soyez en mesure, et je ne veux pas non plus remettre en question votre travail, mais pour que vous soyez en mesure de dépister des choses, de trouver des choses et que les policiers ne l'aient pas fait, est-ce que c'est un travail bâclé pour des policiers? Est-ce que c'est une vision tunnel qu'ils ont eue? Oui, encore une fois, parce que j'ai écrit aussi un livre sur l'affaire Cédrica Provencher, justement, suite à le documentaire que j'avais préparé, mais qu'on n'a pas pu diffuser parce que là, on venait de retrouver le corps de Cédrica au moment que je faisais mon documentaire. Mais on s'est rendu compte que des témoins importants qui n'avaient pas été rencontrés par les policiers, dont la petite fille qui avait passé la journée avec Cédrica, elle n'a jamais été rencontrée. Puis c'est elle qui avait vu le principal suspect dans cette affaire-là. Il y a eu aussi des éléments de preuves qui avaient été retrouvés dans un boisier. Une femme qui avait appelé les policiers à l'époque pour dire « J'ai retrouvé des objets en lien avec les objets que Cédrica portait. » Je ne peux pas le dire là, parce que pour pas nuire à l'enquête, mais ça n'a pas été vérifié et ces témoins-là n'ont pas été rencontrés. Donc, c'est des choses qui se répétaient là, souvent au fil des années, mais que, évidemment, on n'avait pas eu le choix de soulever là, dans le cadre de ce travail-là. De ce travail-là. Et moi, aussi, quelque chose qui m'a toujours fasciné de par les enquêteurs du même genre qui vont dans le passé, ce qu'on appelle en bon espagnol les cold cases. Les cold cases. C'est comment vous obtenez la confiance des familles. Parce que parfois, on a pensé nos plaies, on a pour certains passé à autre chose, on a perdu espoir. Tu sais, comment on en arrive à obtenir la confiance des Il y a des familles qui restent actives. Hein? Ils veulent trouver qui a fait ça à leurs proches, là, à leurs enfants, entre autres. Et puis, il y a des familles qui ont tourné la page. Puis là, quand on revient dans les cas, ils sont un peu surprises. Là, pourquoi vous voulez vous occuper de ça? Donc, c'est d'arriver à établir un lien de confiance. Puis, il y en a qui ont carrément tourné la page. Ils ne veulent plus en entendre parler, à moins que la police les contacte et dise « Bon, on a résolu l'affaire. » Donc, c'est une approche quand même prudente, mais nécessaire si on veut faire progresser l'enquête puis voir où ce que ces familles-là en sont aujourd'hui pour progresser. Et pourquoi c'était important pour vous, dans votre livre « Les enfants de novembre 1984 », d'obtenir la préface de Claude Poirier? Au-delà qu'il est connu, mais je veux dire, c'est un chroniqueur judiciaire, un des plus célèbres, mais au-delà de ça, pourquoi c'était important d'avoir Claude Poirier? Bien, Claude Poirier avait déjà participé à mon documentaire d'origine, novembre 84, qui est sorti en 2014. Claude est devenu un ami aussi avec le temps. Et c'est une référence en la matière parce que Claude avait aussi couvert ces événements-là à l'époque. Donc, il avait rencontré les familles, il avait suivi ça. Je pense qu'il travaillait pour CJMS à l'époque. Donc, il connaissait très, très bien ces dossiers-là. Et lui, Claude aussi, avait rencontré un des principaux suspects, Claude Quévillon, avec qui moi, j'avais enquêté. Donc, c'était important pour moi de l'avoir. Puis là, j'ai demandé à Claude, « Serais-tu intéressé de faire ma préface? » Il a accepté sans trop non plus. Tu sais, ça a été un oui, puis pas une hésitation. Claude me fait beaucoup confiance, puis je suis content de... C'est comme pour vous, est-ce que c'est une reconnaissance d'avoir la confiance d'un homme comme lui quand même? Absolument. C'est un bel exemple à suivre, Claude. En matière judiciaire, là, les affaires policières, là, c'est une référence, en tout cas. Oui. Puis en tout cas, je pense que ça amène encore plus, puis sans enlever votre travail, mais ça amène encore plus, j'imagine, un peu de reconnaissance de votre travail, mais aussi auprès du public aussi. Exactement. D'avoir un lien de confiance. Tout à fait, aussi. Tout à fait. C'est une façon d'approuver tout ça. Absolument. Merci beaucoup à vous, Madame, Monsieur Parent. Espérant pouvoir vous accueillir à nouveau dans un autre dossier. Oui, parce que là, je passe un petit peu plus à la fiction, mais je viendrai vous voir parce que je fais toujours des projets calqué sur des faits vécus. Alors, à très bientôt dans ce cas. Merci. Merci à vous. Au revoir.